Aujourd'hui, je vous propose une expérience particulière. Nous allons remonter aux sources mêmes de la pensée occidentale. On dit souvent que toute la philosophie européenne n'est qu'une suite de notes de bas de page aux œuvres de Platon. Mais qui était vraiment Socrate, dont nous parle justement dans son œuvre Platon? Cet homme qui n'a rien écrit, mais qui a tout changé. Dans cette grande compilation, j'ai réuni pour vous un parcours complet de sa lutte acharnée contre les sophistes, ces maîtres de la manipulation par le langage qui ressemblent à nos communicants modernes, jusqu'à son procès et sa mort héroïque. Nous verrons ensemble comment la justice, l'âme et la vérité se rejoignent dans un destin unique. Voici l'Odyssée de Socrate à travers l'œil de Platon. Et donc du coup, j'ai lu pour vous le Sophiste de Platon. Et en fait, il va s'agir dans ce dialogue socratique de parler de ce qu'est un sophiste, de définir le sophiste à l'aide d'arguments qui sont factuels, d'arguments qui sont rationnels. Et puis on va également faire une digression dans ce dialogue socratique où on va parler en fait de ce qu'est l'être et le non-être, parce que définir l'être et le non-être est un passage obligatoire pour pouvoir expliquer qui est le sophiste et pourquoi le sophiste est un imposteur. Allez, je vous explique tout ça, on est parti. Alors dans ce livre, dans ce dialogue socratique, on va avoir d'abord un court préambule entre Théodore, Socrate, l'étranger et Théétète, et puis ensemble, ils vont expliquer que les sophistes sont des imposteurs, des gens qui prétendent savoir tout sur tout, et il est impossible de savoir tout sur tout, mais il va falloir démontrer que ces gens sont des imposteurs, et donc ils essayent de savoir qui va faire ça. Puis finalement, c'est l'étranger et Théétète qui vont s'y coller. L'étranger va questionner Théétète, donc selon la fameuse maïotique socratique, la maïotique socratique, c'est tout simplement faire émerger, faire accoucher notre interlocuteur d'idées en lui posant des questions. Et c'est ce qui va se passer là entre l'étranger et Théétète, et donc ils vont essayer de définir ce qu'est le sophiste, pour voir à quel niveau le sophiste est un imposteur, et en quoi le sophiste est un imposteur, en quoi le sophiste est un menteur, et qu'est-il véritablement dans sa nature. Alors, je le disais, Théétète et l'étranger vont s'y coller, et l'étranger nous dit que, d'abord, il faut définir une méthode. Et en fait, la méthode, ça va être tout simplement la dichotomie, c'est-à-dire qu'ils vont dire que, le sophiste fait partie de tel genre, et puis ensuite, ils vont scinder le genre en deux pour arriver vers des genres qui sont toujours plus fins, pour essayer de cerner qui est le sophiste. Alors pour cela, pour tester la méthode, ils vont d'abord commencer par le faire sur un pêcheur, parce que le pêcheur est beaucoup plus simple à saisir que le sophiste, et finalement ils vont dire que le pêcheur c'est quelqu'un qui essaye d'acquérir de la nourriture, et il va acquérir de la nourriture par la chasse. Et puis il y a le chasseur qui chasse sur la terre, donc celui-ci est un chasseur. Puis il y a le chasseur qui chasse dans l'eau, celui-ci est un pêcheur. C'est la définition du pêcheur. Et donc comme il voit que la méthode fonctionne pour le pêcheur, Théétète et l'étranger s'entendent pour continuer avec cette méthode pour essayer de définir qui est le sophiste. Donc finalement, après des questionnements entre l'étranger et Théétète, on arrive à une définition de ce qu'est le sophiste, ou en tout cas à des premières définitions de ce qu'est le sophiste, et en fait, on arrive à 6 définitions du sophiste. Donc le sophiste, je vous le lis, c'est un chasseur de jeunes gens riches en quête d'un salaire. Donc c'est quelqu'un qui essaye d'acquérir un salaire, donc il fait partie de la catégorie de ceux qui cherchent à acquérir quelque chose. Il chasse des finances, il chasse de l'argent. Ce sont également des marchands de connaissances à l'usage de l'âme. Donc ce sont des gens qui vont vendre des connaissances qu'ils ont accumulées, qu'ils ont attrapées dans diverses contrées qu'ils parcourent, chez diverses personnes. En tout cas, ce sont des gens qui vendent des connaissances. Ce sont également des gens qui font du commerce de détail de connaissances qu'ils ont eux-mêmes fondées. Donc ils fabriquent des connaissances. Ce sont aussi des athlètes du raisonnement, c'est-à-dire des gens qui sont des athlètes du débat et de la confrontation des idées. Donc l'art de la dispute à l'époque, c'est comme ça qu'on le disait. Aujourd'hui, on parlerait plus de débat. Et puis finalement, le sophiste prétend purifier l'âme en ce sens qu'il va purifier l'âme de ses mauvaises idées, de ses connaissances fausses, pour instruire l'âme et la départir de ses connaissances fausses pour laisser enfin place aux seules connaissances véritables et vraies.
Et donc ces 6 définitions sont réelles, elles sont vraiment le sophiste, mais on n'arrive pas avec ces 6 définitions à véritablement saisir l'essence de qui est le sophiste et de comment s'y prend le sophiste pour faire croire à tout le monde, puisque clairement, quand on lit le livre, on en arrive à cette conclusion, c'est que le sophiste fait croire, donne l'illusion qu'il sait tout sur tout, alors que finalement il ne sait pas grand-chose. Comment fait-on pour en arriver là ? Citation issue du livre. N'est-il pas vrai que, sans les connaître et ne possédant qu'une certaine opinion, il y a beaucoup de gens qui font tout pour donner l'impression que ce dont ils n'ont qu'une présomption existe en eux-mêmes simplement parce qu'ils l'imitent le plus possible dans leurs actes et leurs paroles. Et donc c'est à ce moment qu'on va véritablement rentrer dans ce qu'est véritablement le sophiste, parce que le sophiste, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, qui prétend avoir un savoir encyclopédique et qui prétend pouvoir parler de tout. Sauf qu'en réalité, le sophiste crée des illusions, et il crée l'illusion du savoir, et il crée l'illusion qu'il sait absolument tout sur tout. Et il crée ce genre d'illusion tout simplement par le discours, parce que pour les Grecs, quand on parle, quand on met un sujet et un verbe, pas des sujets les uns derrière les autres, mais quand on met un sujet et un verbe, voire des compléments après, si on dit par exemple, Théétète est un voleur, on dit quelque chose, et ce quelque chose existe. Il s'agit bien de Théétète qui existe, et il s'agit bien de Théétète qui est un voleur, le voleur existe. Sauf que dire que Théétète est un voleur alors qu'il ne l'est pas, c'est mentir, donc c'est parler de quelque chose qui n'existe pas. Sauf que pour les Grecs, depuis Parménide, on sait que, on ne peut pas parler du non-être. Le non-être n'existe pas, et on ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. On ne pourrait rien en dire puisque cela n'existe pas. Et c'est à ce moment-là, qu'il va être important de parler de l'être et du non-être, et finalement peut-être d'aller contredire Parménide pour expliquer que, le non-être existe. Le non-être existe tout simplement parce que déjà, on peut en dire quelque chose. Pourrait-on dire quelque chose de quelque chose qui n'est pas ? On peut dire du non-être déjà qu'il n'est pas. Par exemple, on peut dire aussi d'autres choses du non-être. Si je dis par exemple, cette personne n'est pas grande. Le non-être, c'est qu'elle n'est pas grande. Mais cette personne qui n'est pas grande, ce non-être grand, finalement, c'est être petit. Donc le non-être existe quelque part. Et puis quand je reprends l'image, en tout cas le mensonge de dire que Théétète est un voleur, je parle véritablement de quelque chose qui n'est pas, puisque Théétète n'est pas un voleur. Mais je parle quand même du non-être. C'est-à-dire que je dis Théétète est un voleur. Ça n'est pas. La vérité, c'est un mensonge. Donc on peut dire quand même des choses de choses qui ne sont pas. Donc ça, c'est un concept qui est assez compliqué et que je développerai dans une autre vidéo parce que sinon on risque de trop s'attarder sur l'être et le non-être, parce que c'est vraiment un moment majeur du livre et un moment très important et très complexe à comprendre. Donc je ferai une vidéo ultérieure pour véritablement rentrer dans le détail de l'être et du non-être. Mais ce qu'il est important de comprendre ici, c'est tout simplement que le non-être existe, qu'on peut dire des choses du non-être et que on ne peut pas dire des choses de ce qui n'est pas, de ce qui n'existe pas. Il y a aussi un lien entre l'être et le non-être, je l'ai dit tout à l'heure, si je dis par exemple de quelqu'un qu'il n'est pas grand, en réalité il est petit, mais n'est petit que celui qui se compare au grand, donc n'est pas grand que celui qui se compare au grand. Donc il y a un rapport entre l'être et le non-être. Voilà, tout ça je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure, mais ce qu'il faut comprendre, je le répète en conclusion, c'est que le non-être existe, et c'est important dans le propos que nous déployons ici. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour dire que contrairement à ce que les Grecs disent jusqu'à maintenant, eh bien le discours qui porte sur quelque chose, les Grecs pensent que le discours porte toujours sur quelque chose. Quand on énonce quelque chose, eh bien on parle de quelque chose. Et ils pensent en fait qu'on ne peut pas parler du non-être parce que, il n'existe pas. Je viens de vous montrer ici, et c'est ce qui est démontré dans le sophiste, on peut parler du non-être, on peut parler de ce qui n'est pas, et donc, si on peut parler de ce qui n'est pas, ça veut dire qu'on peut mentir, ça veut dire qu'on peut se tromper, dire de choses qu'elles sont alors qu'elles ne sont pas, et donc, c'est dans ce chemin-là qu'on va avancer pour expliquer que le sophiste est quelqu'un qui crée par le discours des illusions mentales pour nous parler de choses qui n'existent pas. Parce que, j'en ai pas parlé, le discours, pour Théétète et l'étranger, ils le définissent ensemble, le discours c'est tout simplement penser à haute voix. On pense avec des discours. Et donc le discours c'est penser. Qui vous met au contact d'un discours ou qui tient devant vous un discours auquel vous adhérez,
crée en vous des images, dans votre imagination des images, puisque le discours est souvent représenté par des images dans notre esprit, et ces images, eh bien, sont des illusions créées par le sophiste pour vous faire croire qu'il sait ce qu'il ne sait pas, pour créer des contradictions où il n'y a pas à en avoir, et pour tout simplement, eh bien, créer l'illusion, eh bien, qu'il est capable de se positionner sur tout, qu'il a un savoir sur tout, alors qu'il ne sait pas grand-chose. Citation issue du livre. L'étranger dit « Il me semble en tout cas distinguer une forme spéciale d'ignorance, difficile à saisir et qui égale à elle seule toutes les autres. » Tes têtes demandent « Laquelle ?» L'étranger répond « Celle qui nous fait croire que nous possédons le savoir quand, en réalité, nous en sommes dépourvus. C'est bien là, je crois, que viennent toutes les erreurs contre lesquelles nos pensées trébuchent. » Et puis finalement, à la fin du dialogue socratique, on revient plus précisément sur le sophiste, et puis on voit, avec Théétète et l'étranger, eh bien que finalement le sophiste, eh bien c'est quelqu'un qui mime le savant, et qui se fait passer pour un savant, mais celui qui mime le savant n'est pas un savant. Aussi vrai que l'image dans votre miroir n'est pas vous. L'image dans votre miroir est votre reflet, mais le reflet n'est rien, le reflet n'est pas vous. Donc, c'est ce que fait le sophiste. Le sophiste mime le savant, mais il y a deux sortes de personnes qui miment le savant. Il y a celui qui mime le savant en étant naïvement persuadé qu'il sait, sauf qu'il ne sait pas. Celui-ci est un grand naïf. Mais le sophiste, lui, ne fait pas ça. Le sophiste, il est au courant qu'il ne sait pas. Et il met d'autant plus d'efforts et il est d'autant plus efficace pour essayer de mimer les savants. Et surtout, il est d'autant plus cynique qu'il sait ne pas savoir et qu'il mime quand même le savoir, tout simplement parce qu'il est à la chasse aux gens qui ont de l'argent, à la renommée et à tout ce qu'on a dit en début de vidéo. Explication. Le discours et la pensée sont une seule et même chose. Si le discours est vrai, alors le discours propage dans la pensée des images vraies. Si le discours est faux, alors le discours propage dans la pensée des illusions. Il est difficile de repérer dans sa pensée une illusion proche de la réalité. Voilà comment les sophistes vous manipulent. Et au final, eh bien, l'étranger arrive à une définition précise de ce qu'est un sophiste, et je vais vous lire cette définition, qui est la conclusion, véritablement les dernières phrases, eh bien, de ce dialogue socratique. Je cite « La technique de l'imitation, partie de la capacité à provoquer des contradictions, partie ironique de la technique de production d'illusions issue de la production d'images non divines mais humaines, partie enfin productrice de miracles confinés au discours, voilà quelle est, me semble-t-il, la race et le sang, comme on dit, du sophiste réel. » Est-ce que c'est une discipline qui est importante? Est-ce qu'il faut la maîtriser? Comment s'en prémunir quand elle est utilisée à mauvais escient, quand elle est utilisée pour faire le mal? Comment fait-on avec la rhétorique? Faut-il être un maître en rhétorique aujourd'hui pour pouvoir convaincre les gens, pour pouvoir plaider sa cause? On le voit, la rhétorique est utilisée par nos politiques dans notre période moderne. On le voit, la rhétorique est utilisée par les publicitaires, par les idéologues, également par les intellectuels de plus en plus. Est-ce que la rhétorique est finalement une discipline indispensable pour pouvoir convaincre les gens, pour pouvoir convaincre des personnes en fait de vérités qu'on a trouvées ou qu'on souhaite diffuser? Pour cela, on va faire appel à la première partie du Gorgias de Platon que je vous avais déjà chroniqué en entier. Je vous mets les liens en description, vous irez voir. Mais aujourd'hui, on va juste parler, je l'ai dit, de la première partie du Gorgias, où Gorgias échange avec Socrate et ensemble, ils vont s'interroger sur la nature, justement, de la rhétorique. Alors justement, Socrate va demander à Gorgias, qu'est-ce que la rhétorique? Et là, Gorgias va lui répondre, c'est l'art d'emporter l'adhésion, c'est l'art de convaincre, que ce soit devant un tribunal, que ce soit devant une assemblée, que ce soit devant une foule, une population, c'est l'art de remporter l'adhésion. Et Socrate émet une première objection devant Gorgias, il lui dit, mais il n'y a pas forcément besoin de rhétorique pour remporter l'adhésion. Par exemple, quand un professeur enseigne les mathématiques à son élève, il doit le convaincre. Il doit le convaincre que 2 plus 2 égale 4, par exemple. Et donc Gorgias convient du fait que quand on enseigne, on convainc son élève et qu'on n'a pas besoin forcément de rhétorique pour convaincre.
Socrate l'explique, nous n'avons pas besoin de rhétorique pour convaincre. La vérité, la réalité se suffit à elle-même et il n'y a pas besoin d'y ajouter les artifices de la rhétorique pour convaincre. Donc Gorgias revient sur cette fameuse question de départ, à quoi sert la rhétorique? Puisque la rhétorique n'est pas la seule qui permet de convaincre, il y a d'autres éléments qui permettent de convaincre. Et Socrate ajoute que les mathématiques arrivent à convaincre par les faits, en fait, par la factualité de ce que les mathématiques enseignent. C'est-à-dire que le discours des mathématiques enseigne les mathématiques, et les mathématiques enseignent des connaissances, enseignent du savoir, et c'est par ces connaissances et ce savoir que le discours sur les mathématiques arrive à convaincre. Et donc Socrate dit, eh bien, au niveau de la rhétorique, qu'est-ce qu'elle enseigne? Qu'enseigne comme savoir la rhétorique? Et Gorgias répond que finalement, la rhétorique enseigne uniquement l'art d'emporter l'adhésion. Et là, Socrate conclut que, finalement, la rhétorique, elle emporte l'adhésion, elle emporte la conviction des gens par les croyances. Quand il y a d'autres matières, en l'occurrence les mathématiques dont on parlait ultérieurement, emportent l'adhésion par le savoir. Il y a donc deux manières d'emporter l'adhésion, par le savoir ou par la rhétorique, par les croyances. Gorgias en convient, effectivement, la rhétorique, emporte l'adhésion de la foule, emporte l'adhésion des gens par les croyances. Je le dis toujours, il ne faut pas confondre le croire et le savoir. C'est très dangereux. Comment faire la différence entre croyance et savoir? Commençons par dire qu'il y a des croyances justes et des croyances fausses. Il n'y a pas de savoir juste et de savoir faux. Un savoir est toujours juste. Il y a donc une différence de nature entre croire et savoir. Le savoir, la connaissance, produit une conviction inaltérable et juste, alors que les croyances, elles, produisent des convictions également inaltérables, mais pas forcément justes pour autant. Ainsi, ceux qui savent sont aussi convaincus que ceux qui croient, bien que ceux qui croient s'appuient sur une croyance vide, alors que ceux qui savent s'appuient sur des connaissances. Il y a donc deux formes de conviction. Ceux qui sont convaincus parce qu'ils croient, et ceux qui sont convaincus parce qu'ils savent. La rhétorique est une pratique qui produit la conviction. C'est la base de cet art. Mais la rhétorique produit, elle, de la conviction par les connaissances ou par les croyances. Dans la mesure où la rhétorique n'est qu'un art oratoire, elle n'est pas en mesure de produire de la connaissance, même si elle produit, et c'est même son unique but, de la conviction. S'ensuit que la rhétorique est l'art de produire la conviction par la croyance. La rhétorique est donc capable de produire la conviction que ceci est juste et que cela est injuste, simplement en produisant des croyances. La rhétorique ne fait donc pas connaître ce qui est juste ou vrai, elle le fait croire. Ainsi, le bon orateur n'est pas celui qui fait connaître ce qui est juste ou injuste, le bon orateur est celui qui fait croire que telle chose est juste et que telle autre est injuste. La rhétorique de l'orateur est donc une arme très puissante qui peut produire de la conviction à partir d'absolument aucune connaissance, simplement à partir de croyances. La rhétorique peut être utile, mais il faut l'utiliser avec parcimonie et avec éthique. Il faut aussi et surtout savoir se protéger de la rhétorique mal réglée ou malfaisante qui voudrait nous ravir nos convictions sur la base de nos croyances. Et là, Socrate émet deux points très importants, je crois que c'est même les plus importants de cette première partie. Le premier point, c'est que finalement la rhétorique est dangereuse parce que si elle permet de convaincre par les croyances, alors ça veut dire qu'on peut convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Et donc on peut faire le mal avec la rhétorique, c'est-à-dire qu'on peut se favoriser soi-même, favoriser ses opinions, favoriser son groupe, bref, on peut emporter l'adhésion avec des mensonges. Par exemple, devant un tribunal, Socrate nous dit que on peut défendre une personne qui est coupable et on peut la faire passer pour la meilleure des personnes si on maîtrise l'art de la rhétorique. Donc on peut faire le mal avec la rhétorique. Le deuxième point important que lève Socrate, c'est que la rhétorique emportant l'adhésion et emportant la conviction par la croyance, elle n'est applicable qu'aux ignorants. Il prend un exemple intéressant, Socrate, il dit par exemple devant une foule de gens, lambda, de gens qui sont ignorants de l'art de la médecine. Vous mettez un rhétoricien et un médecin devant cette foule, et vous les faites débattre sur un sujet sur lequel ils ne sont pas d'accord. Il est évident que c'est le rhétoricien qui va emporter l'adhésion et la conviction de la foule devant le médecin, même s'il parle de médecine. Alors que, finalement, c'est le médecin qui a raison, puisque c'est le médecin qui sait de quoi il parle quand il s'agit de médecine. Donc, il en vient à une conclusion intéressante, Socrate, c'est que le rhétoricien emporte l'adhésion
de ceux qui ignorent l'art de la médecine comme lui, puisque le rhétoricien en fait est quelqu'un qui est capable d'emporter l'adhésion sur n'importe quel sujet, même s'il ignore tout du sujet sur lequel il porte un discours et il porte sa rhétorique. Ce qui veut dire que finalement, la rhétorique ne convainc par les croyances que ceux qui sont ignorants du sujet sur lequel on est en train de parler. Et ça, c'est intéressant et important, parce que ça veut dire que la rhétorique ne fonctionne pas devant des sachants. C'est-à-dire que si au lieu d'une foule de gens ignorant l'art de la médecine, on a une foule de médecins, et qu'on met toujours le même médecin et le même rhétoricien qui sont en débat sur un sujet, cette fois, c'est le médecin qui va convaincre. Parce que la foule est une foule de médecins, et que les médecins savent très bien où est la vérité et où est le mensonge quand on parle de médecine. Ce qui veut dire que la rhétorique est un art d'une personne qui ignore le savoir du sujet sur lequel il s'exprime. Il ne sait que l'art de convaincre, que l'art de flatter les émotions et de convaincre. Et cette rhétorique ne fonctionne que devant des gens qui sont également ignorants du sujet sur lequel on est en train de parler. Ce qui veut dire que le meilleur moyen, en fait, de résister à la rhétorique, contrairement à ce qu'on vous dit souvent, ça n'est pas d'apprendre vous-même l'art de la rhétorique. Ça n'est pas de comprendre la rhétorique pour pouvoir la démonter. C'est beaucoup plus simple en réalité, nous dit Socrate. Il suffit simplement de ne pas vous laisser flatter, de ne pas vous laisser manipuler et de questionner chacun des propos qui sont tenus par le rhétoricien et d'augmenter votre savoir sur le sujet sur lequel on est en train de s'exprimer. Et vous allez voir qui est le menteur, qui est le rhétoricien et qui est le sachant. Il n'y a donc pas d'autre moyen pour démonter la rhétorique que d'augmenter son savoir sur le sujet sur lequel on essaye d'avoir un avis ou on essaye de comprendre quelque chose. Et c'est vrai aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, c'est vrai dans la publicité, quand on essaye de vous vendre un produit, on utilise tous les arts de la rhétorique. Et si vous voulez savoir si le produit est bon, évidemment la publicité ne suffira pas, vous le savez tous, mais du coup vous allez devoir utiliser votre capacité à connaître pour savoir finalement si le produit que vous allez acheter est un bon produit ou pas. C'est pareil pour la politique. En politique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de langage qui sont utilisés par nos politiciens. Et le seul moyen, en fait, de démonter les éléments de langage et la rhétorique politicienne, c'est d'augmenter son savoir en politique. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez maîtriser l'art de la rhétorique, vous resterez un ignorant qui maîtrise l'art de la rhétorique, un ignorant qui ignore comment fonctionne la politique. Et à ce titre-là, on pourra remporter votre adhésion en manipulant vos croyances et en flattant vos croyances. En revanche, si vous êtes instruit sur tout ce qui touche la politique et sur la manière dont votre État fonctionne, il sera beaucoup plus difficile de vous manipuler parce que vous saurez distinguer où est le vrai du faux. Donc je le répète, la conclusion est que finalement, contrairement à ce que beaucoup de gens vous vendent dans des vidéos ou dans des livres, pour démonter la rhétorique et pour maîtriser et désactiver les effets de la rhétorique, il n'y a pas besoin d'apprendre la rhétorique. Il n'y a pas besoin de devenir un maître en rhétorique. Il faut simplement, s'instruire sur le sujet sur lequel, on essaye d'avoir un avis et on essaye de comprendre où est le vrai du faux, où est le juste de l'injuste. Si les sophistes manipulent les mots, c'est parce qu'ils savent que nous sommes fragiles. Platon explique cette fragilité par une image restée célèbre. Nous sommes comme des prisonniers enchaînés au fond d'une grotte. C'est l'allégorie de la caverne. Alors la caverne de Platon, c'est un exposé, un mythe qui est exposé dans le livre 2 de la République et qui est une allégorie qui illustre la quête de la vérité et la différence qu'il y a entre le monde sensible et le monde intelligible. Donc les prisonniers dans ce mythe sont attachés dans une caverne depuis leur naissance et ils voient uniquement des ombres projetées sur les parois, prenant cela pour leur seule et unique réalité. Lorsqu'un prisonnier est libéré et découvre le monde extérieur, il réalise la véritable nature de la réalité. Et donc cette métaphore souligne la nécessité de la philosophie pour atteindre une compréhension plus profonde de la vérité au-delà des apparences. Donc maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus en profondeur ce mythe de la caverne. Imaginez une grotte sombre où des gens sont attachés depuis qu'ils sont tout petits et devant eux, il y a un mur.
et derrière eux, une lumière brillante. Des objets et des marionnettes sont tenus devant cette lumière, créant des ombres qui dansent sur le mur devant les prisonniers. Ces prisonniers pensent que ces ombres sont la seule réalité, car ils n'ont jamais vu le monde en dehors de la grotte dans laquelle ils sont nés. Mais un jour, je le disais, l'un d'eux est libéré et sort de la grotte. Il découvre un monde incroyablement coloré et lumineux, bien différent des simples ombres qu'il connaissait jusque-là. La caverne de Platon est un mythe qui nous dit que parfois, ce que nous pensons être la réalité n'est qu'une infime partie de quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus grand. C'est comme si tu découvrais que derrière le mur sombre de ta chambre se trouvait un monde magique rempli de couleurs et de surprises que tu n'avais jamais observé, dont tu n'avais même pas soupçonné l'existence jusqu'à aujourd'hui. Cela nous montre qu'il est important de ne pas se contenter de ce que l'on voit, mais d'explorer et de comprendre davantage pour découvrir la véritable beauté du monde. La morale de la caverne de Platon, selon Socrate, souligne l'importance de la quête de la connaissance et de la vérité. En effet, en se libérant de la perception limitée des ombres dans la grotte, les individus peuvent accéder à une réalité plus profonde et plus vraie. Socrate encourage ainsi à la philosophie et à la recherche constante de la sagesse pour élargir notre compréhension du monde au-delà des apparences superficielles. La métaphore de la caverne invite ainsi à remettre en question nos croyances, à explorer de nouvelles idées et à transcender les limites de la perception pour atteindre une compréhension plus profonde de la réalité. Je vais essayer de vous parler de la caverne par un mythe réactualisé, un mythe plus moderne, afin d'être compris du plus grand nombre. Imaginez que vous soyez tous attachés à des sièges de cinéma. Vous êtes donc dans un cinéma et vous êtes attachés au siège de ce cinéma. Et vous fixez un écran géant où se déroulent des films projetés en 3D. Vous ne pouvez tourner la tête que dans une seule direction et c'est votre seule réalité depuis toujours. Les films projetés sur cet écran sont votre monde, vos expériences, la totalité de vos expériences depuis votre naissance. Cependant, un jour, quelqu'un vous libère de vos sièges et vous emmène à l'extérieur, là où la lumière naturelle est éblouissante et là où la vraie réalité vous entoure. Initialement désorientés, aveuglés par cette lumière, vos yeux s'ajustent et cette nouvelle perspective que vous découvrez, eh bien, vous découvrez que c'est un monde bien plus riche et bien plus complexe que les images projetées auxquelles vous aviez accès jusqu'alors. La caverne de Platon, dans cette version moderne, représente le passage de la dépendance à une réalité limitée, c'est-à-dire les films en 3D, vers la découverte éblouissante de la véritable réalité, c'est-à-dire le monde extérieur. C'est une métaphore captivante de l'exploration audacieuse au-delà de ce que nous percevons initialement, à la recherche d'une compréhension plus profonde et plus authentique de notre existence. On va analyser maintenant le processus de désaliénation tel qu'il nous est présenté dans cette fameuse caverne de Platon. Le processus de désaliénation dans la caverne de Platon se déroule lorsque l'un des prisonniers est libéré de ses chaînes et découvre la réalité au-delà des ombres projetées sur des parois, ou dans le cas du cinéma, sur l'écran 3D. Cette libération initie un voyage vers la connaissance et la vérité. Et voici comment cela se décompose. Premièrement, une libération des chaînes. Un individu est libéré de ses chaînes, symbolisant ici la rupture avec les contraintes de la perception limitée. Deuxième point, l'exposition à la lumière. Après la libération, l'individu est exposé à la lumière du feu, ce qui représente la transition de l'obscurité, c'est-à-dire l'ignorance, vers la lumière de la connaissance. Troisième point, la désorientation initiale. Lorsque cet individu sort de la caverne, la lumière extérieure l'éblouit, symbolisant la difficulté initiale à accepter une réalité plus vaste que celle à laquelle on avait accès jusqu'à maintenant. Quatrième point, l'adaptation à la réalité. Progressivement, les yeux de l'individu s'adaptent à la lumière naturelle,
représentant l'acquisition progressive de la compréhension et de la sagesse face à la réalité plus vaste que celle à laquelle l'individu avait accès jusque-là. Ce processus de désaliénation décrit le cheminement de l'ignorance à la connaissance, soulignant l'importance de remettre en question les perceptions limitées pour accéder à une réalité plus profonde. Finalement, c'est une invitation à dépasser les illusions superficielles et à explorer, je le répète, le monde au-delà des apparences initiales. Le mythe de la caverne de Platon est souvent interprété comme une allégorie complexe avec plusieurs niveaux de signification. En effet, bien que Platon ne l'ait pas expliqué explicitement, de nombreuses interprétations suggèrent certains sens cachés dans l'allégorie de la caverne. Premièrement, le monde des idées. La caverne représente le monde sensible et changeant que nous percevons, tandis que le monde extérieur symbolise le monde des idées, éternel et immuable dans la philosophie de Platon. Le voyage hors de la caverne représente la quête philosophique pour atteindre la connaissance des idées, de ces fameuses idées immuables. Deuxième point, deuxième interprétation, l'éducation et la philosophie. La libération des chaînes et l'exposition à la lumière peuvent être interprétées comme le processus éducatif et philosophique qui mène à la compréhension plus profonde de la réalité dans laquelle nous vivons. Troisième point, le rôle du philosophe. Le philosophe, symbolisé par celui qui sort de la caverne, est chargé de partager la vérité avec ceux restés à l'intérieur de la caverne. Cela suggère le rôle éthique du philosophe dans la société dans laquelle il vit. Quatrième point, l'ignorance et la connaissance. La caverne peut être vue comme une métaphore de l'ignorance humaine, où les ombres représentent les illusions de la réalité. Le processus de désaliénation, dont nous avons parlé tout à l'heure, représente la quête de la vérité et de la connaissance. Cinquième point, la perception et la réalité. Platon souligne la différence entre la perception immédiate, c'est-à-dire les ombres dans la caverne, et la réalité véritable, qui est symbolisée par le monde extérieur, incitant à remettre en question nos croyances et nos perceptions. En résumé, le mythe de la caverne est riche en symboles et peut être interprété de différentes manières. Son sens caché semble résider dans la réflexion philosophique sur des concepts tels que la réalité, la connaissance, l'éducation et la quête de vérité. Voilà, j'espère que j'ai pu t'expliquer d'une manière exhaustive, d'une manière compréhensible et d'une manière intéressante le fameux mythe de la caverne de Platon, je le répète, dans le livre 2 de la République de Platon, un livre qu'il faut absolument lire. Je vais vous conter rapidement le mythe de Gygès. L'anneau de Gygès donc. Il était une fois un berger nommé Gygès, qui gardait les troupeaux du prince de Lydie. Alors qu'il était dans le pâturage, survint un orage violent. La terre se déchira et un gouffre s'ouvrit à ses pieds. Quand le calme fut revenu, le berger, tout étonné, décida de descendre dans le trou et vit alors, parmi bien d'autres merveilles, un cheval d'airain, de grande taille, creux, avec des ouvertures. Se penchant vers l'intérieur, il découvrit le cadavre d'un homme d'une taille supérieure à celle d'un humain ordinaire. Il était nu, ne portant à la main qu'un anneau d'or. Gygès le retira et remonta à la surface. Quelque temps plus tard, il se rendit, comme chaque mois, à la réunion des bergers en vue de faire au roi son rapport mensuel sur l'état des troupeaux. Depuis sa découverte, il ne s'était jamais séparé de sa bague. Alors qu'il était assis au milieu des autres, il tourna par hasard le chaton de sa bague vers l'intérieur de la paume de sa main. À peine avait-il fait ce geste qu'il devint invisible pour ceux qui étaient autour de lui et qui parlaient de lui comme s'il avait quitté l'assemblée. Tout étonné, il tâta discrètement sa bague et se rendit compte que lorsque le chaton était tourné vers l'extérieur, il redevenait visible. Il refit l'expérience à plusieurs reprises et avec succès. Quand il tournait en dedans le chaton, il devenait invisible.
et en dehors, visible. C'est alors qu'il décida de s'introduire subrepticement dans la délégation qui se rendait auprès du roi. Après être rentré dans le palais et avoir observé les richesses et la beauté de son épouse, il ne put résister au désir d'en profiter. Il séduisit la reine et avec sa complicité, tua le roi et s'empara du pouvoir. Socrate, qui racontait cette histoire à ses amis, leur demanda s'il existait un seul homme assez juste pour résister à ses désirs de possession et de pouvoir sans n'être jamais puni. Autrement dit, est-ce que nous évitons de faire le mal parce que nous pensons que c'est mal, ou est-ce par crainte des punitions, du châtiment? Alors le mythe de Gygès, c'est un mythe qui est présenté dans le livre 2 de la République de Platon. Et en fait, il nous raconte l'histoire de Gygès, un berger qui découvre un anneau magique permettant de devenir invisible. Et donc en utilisant cette capacité d'invisibilité, Gygès devient roi. Mais il abuse de son pouvoir en commettant des actes immoraux sans avoir à en craindre les conséquences, puisque personne ne sait que c'est lui, parce que quand il commet ces actes, eh bien, il devient invisible, en fait, tout simplement. Et donc le mythe de Gygès soulève des questions sur la nature intrinsèque de la moralité, suggérant que la plupart des gens qui agiraient de manière immorale s'ils pouvaient échapper aux conséquences de ces actes, eh bien, le feraient. Et donc Platon utilise cette histoire pour explorer les notions de justice et de moralité dans sa quête de définir la justice idéale dans la cité idéale, dans la République. Et donc ce mythe, je le disais, soulève des questions. Et en l'occurrence, il soulève des questions philosophiques très intéressantes. Tout d'abord, il interroge la nature intrinsèque de la moralité. Si un individu peut agir sans être vu d'un témoin, ni subir de sanctions, quelle serait véritablement sa conduite morale quotidienne? Ensuite, Platon explore le lien qu'il y a donc entre la visibilité sociale et le comportement éthique. C'est-à-dire, est-ce qu'on se comporte de manière éthique parce que les autres nous voient ou parce qu'on est véritablement éthique? Le mythe aborde également la question du pouvoir et de ses implications morales. Gygès, une fois invisible, devient roi, je l'ai dit, et succombe à la tentation de l'abus de pouvoir. Cela soulève des interrogations sur la relation entre le pouvoir et la vertu, suggérant que la tentation de l'injustice peut être trop grande pour la plupart des individus. La leçon fondamentale du mythe de Gygès, c'est que la véritable justice ne devrait pas dépendre de la peur des conséquences, mais plutôt découler d'une compréhension interne de ce qu'est rationnellement le bien et le mal. Platon suggère ainsi que la moralité authentique repose sur des principes immuables plutôt que sur des incitations extérieures. L'apologie de Socrate, c'est une partie de l'œuvre de Platon, où Platon nous raconte la mise en cause de Socrate par Mélétos devant un tribunal athénien et la mise à mort, la condamnation à mort plus précisément, de Socrate. Alors, racontez pourquoi est-ce que Socrate a été mis en cause, comment est-ce que Socrate s'est défendu devant les Athéniens, comment est-ce que Socrate a expliqué qu'un philosophe comme lui et qu'un citoyen honnête comme lui arrive à être mis en cause devant Athènes au complet. C'est ce que je me propose de vous raconter dans cette vidéo. Et ce que je trouve intéressant en fait dans l'apologie de Socrate, c'est justement la manière dont Socrate se comporte face à ses accusateurs, face à Athènes qui l'accuse de choses qu'il prétend ne pas avoir faites, et la manière dont justement Socrate se comporte face à une éventuelle condamnation à mort. Je trouve que il y a des choses intéressantes dont on peut garder aujourd'hui les instructions et dont on peut garder aujourd'hui les enseignements et qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. Je vous raconte tout ça, on est parti. Alors déjà, je vais commencer par vous raconter l'histoire rapidement. Donc en fait, Socrate est mis en cause par Mélétos et par d'autres accusateurs, mais Mélétos est l'accusateur principal. Et en fait, ils accusent Socrate d'être un athée et de corrompre la jeunesse. Et donc, c'est pour cela que aujourd'hui, dans le livre, dans l'apologie de Socrate, Socrate doit se présenter devant le tribunal athénien où siège une trentaine de juges et toute la cité athénienne est là pour regarder ce procès et pour regarder quelles sont les explications de Socrate et pour voir s'il va être condamné ou pas. Lors de ce jugement, si jamais Socrate est condamné, il risque la mort. Donc l'enjeu est véritablement important et donc ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est la manière, je l'ai dit, dont Socrate va se défendre. Alors au tout début du livre, Socrate commence par nous dire que
et par dire à tous les Athéniens, puisqu'il s'adresse à tous, il parle publiquement, et il dit qu'en fait, c'est pas tant les accusateurs qui lui font face aujourd'hui à qui il doit répondre, parce que, nous dit-il, il y a deux sortes d'accusateurs, c'est-à-dire qu'il y a les accusateurs qui l'accusent là devant le tribunal, mais il y a aussi tous les accusateurs qui l'accusent depuis des années en silence, dans le silence de leur intimité, dans le silence de leur foyer, et qui accusent Socrate parce qu'il est un philosophe et parce qu'il interroge en fait toutes les certitudes des plus grands hommes, des hommes les plus puissants d'Athènes. Et il nous dit que il est déjà condamné par ces gens depuis bien longtemps parce qu'il a mis en cause et il a montré à des gens qui ne savaient pas grand-chose, qu'il ne savait pas grand-chose et que ça lui a valu beaucoup d'ennemis. Il nous explique qu'un jour, un dieu, Socrate croit en des dieux, et il nous explique un jour que un dieu lui a dit que le plus philosophe de la cité d'Athènes, c'était Socrate. Et Socrate, lui, n'y croyait pas. Il disait, mais c'est pas possible, moi, je ne sais rien, en fait. Et donc, je ne peux pas être le plus philosophe, puisque je ne sais rien. Et donc, il est parti voir des gens qui, eux, prétendaient savoir, des gens puissants d'Athènes, ou des gens de la Grèce qui passaient par Athènes, et il est parti voir chacune de ces personnes. Et donc, il est allé voir d'abord celui qui était proche de lui, qui était puissant, et qui prétendait savoir beaucoup de choses. Et donc Socrate a commencé à l'interroger, il a commencé à vouloir vérifier en fait son savoir. Parce qu'en fait Socrate, nous dit-il, voulait vérifier que, le dieu qui disait que Socrate était le plus philosophe, il voulait vérifier qu'il avait raison. Selon Socrate, un dieu ne pouvait pas se tromper, mais en même temps, il avait du mal à y croire. Comment pouvait-il, lui, Socrate, être le plus philosophe, alors qu'il savait absolument rien et qu'il savait ne rien savoir? Et donc, il est parti interroger, je le disais, un homme puissant. Et donc, cet homme puissant, pensait savoir tout un tas de choses. Et puis, au final, il y a eu un échange avec Socrate, ce qu'on appelle la fameuse maïotique socratique. C'est-à-dire que Socrate va interroger, en fait, le savoir de cette personne puissante. Et au final, Socrate va tellement bien l'interroger, tellement interroger chacune de ses certitudes à l'aide de la logique, qu'il va montrer à cette personne puissante qu'en réalité, cette personne ne sait rien. Et donc Socrate se dit, c'est pas possible, j'ai dû me tromper, peut-être que cette personne n'est pas assez savante, donc il va en voir une encore plus savante, et donc encore plus puissante. Et donc il va voir cette fameuse personne, qui est encore plus savante et encore plus puissante, et donc il va interroger, ce fameux savoir. Et finalement, il va se rendre compte que cette personne qui prétendait savoir tellement de choses, ne sait en réalité pas grand-chose. Et ainsi de suite. Et il va faire ça en fait pendant des années dans Athènes et il va se faire, nous dit-il, beaucoup d'ennemis de cette manière en allant interroger les certitudes de ceux qui ne savaient pas. Sauf que, les gens d'Athènes ont pensé que Socrate faisait ça exprès pour être désagréable à ces gens ou pour braver les puissants. Alors que Socrate, lui, essayait juste de se prouver qu'il n'était pas celui que le dieu croyait et qu'il n'était pas ce fameux philosophe qui était le plus philosophe de tout Athènes. Et au final, ce qu'a fini par comprendre Socrate, c'est que ce qui le rend beaucoup plus philosophe que tous les autres, ce qui le rend beaucoup plus sachant que tous les autres, c'est que lui, Socrate, il est conscient et au courant qu'il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il sait, ça c'est une évidence, c'est une lapalissade, mais il sait aussi toutes les choses qu'il ne sait pas. Et l'instruction commence par savoir ce qu'on ne sait pas. Parce que quand on croit savoir, finalement, on n'apprend jamais. Et on reste sur des certitudes qui, au final, se font passer pour des savoirs, mais qui en réalité ne sont rien. Et donc c'est pour ça que, ce fameux dieu a dit en tout cas à Socrate qu'il était le plus philosophe. Et en fait, c'est dans cette quête-là que Socrate est parti interroger tous les puissants de sa ville, sauf qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis à Athènes parmi les puissants. Et nous dit-il, c'est déjà une grande partie de ses accusateurs et c'est une grande partie des raisons qui l'ont conduit au procès auquel il fait face. Et ensuite, Socrate nous dit qu'il y a une deuxième catégorie d'accusateurs auxquels il doit faire face, c'est évidemment ceux qui l'accusent dans le procès auquel il fait face là tout de suite. Et donc il essaye de vérifier en fait si les accusateurs qui sont devant lui, en l'occurrence l'accusateur principal qui est Mélétos, s'il est honnête dans son accusation et s'il croit véritablement à cette accusation. Et donc Mélétos lui reproche principalement d'être la personne qui corrompt la jeunesse. Et donc Socrate a une défense que je trouve intéressante, c'est que déjà dans un premier temps, il commence par interroger Mélétos sur quelque chose, sur une chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est-à-dire qu'il dit à Mélétos, en gros, tu m'accuses de corrompre la jeunesse.
Donc ça veut dire que si tu m'accuses de corrompre la jeunesse, ça veut dire que l'instruction de la jeunesse et le bien-être de la jeunesse est un sujet qui est important pour toi. Et là Mélétos répond oui, évidemment, c'est un sujet qui est majeur pour moi, un sujet très 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 important, très intéressant. Et Socrate dit puisque le sort de la jeunesse est ce qui est pour toi le plus intéressant, à tel point que tu es dû me produire ici devant ce tribunal parce que selon toi je corromps la jeunesse, qui est le plus apte dans la cité d'Athènes, eh bien, à élever, à faire grandir et à instruire cette jeunesse? Et là, eh bien, il crée un grand malaise, Socrate, parce que Mélétos ne sait pas lui répondre, en fait. Et ce que montre ici Socrate, c'est que Mélétos accuse Socrate parce qu'il n'aime pas Socrate, et non pas parce qu'il se soucie de la jeunesse. Et donc, je trouve que, eh bien, cette démonstration est vraiment intéressante parce que Socrate aurait pu dire non, tu mens, tu dis n'importe quoi, je ne corromps pas la jeunesse, et ils auraient pu en fait avoir un débat sur ce que véritablement fait Socrate et sur ce qu'il ne fait pas ou ce qu'on prétend qu'il fait, et puis ça aurait été en fait quelque chose d'assez stérile rapidement parce que ça aurait été la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et finalement il décide de passer un petit peu comme une anguille, ce filou de Socrate, et a demandé à Mélétos d'interroger en vérité sa conviction réelle pour voir si véritablement Mélétos est intéressé par le sort de la jeunesse. Et on voit par sa réponse que clairement il n'est pas intéressé par le sort de la jeunesse, et donc Socrate en conclut que Mélétos m'accuse non pas parce qu'il se soucie de la jeunesse, mais il m'accuse parce qu'il a envie de me nuire. Et puis il y a aussi un autre élément dans la rhétorique de Socrate quand il se défend, c'est tout simplement de dire: est-ce que quelqu'un qui fait du mal à ses proches ne se fait pas du mal à lui-même? Et donc Mélétos répond, si, évidemment, parce que quand on fait du mal à nos proches et à ceux qui sont autour de nous, eh bien ces personnes en fait vont s'amoindrir, et donc du coup ils vont avoir envie, s'ils se rendent compte qu'on leur a fait du mal exprès, ils vont avoir envie de se venger, et s'ils se rendent compte qu'on leur a fait du mal mais sans le faire exprès, eh bien ils vont en faire des parfaits abrutis, ou ils vont en faire des personnes qui vont avoir envie, je l'ai dit, de se venger. Et donc par cette rhétorique et par cette explication, eh bien Socrate explique qu'on ne peut pas faire du mal selon lui. Quand on est une bonne personne, on ne peut pas faire du mal de manière consciente. Donc il explique qu'il ne peut pas faire du mal à la jeunesse et il ne peut pas corrompre la jeunesse d'une manière consciente, parce que ce serait selon lui intellectuellement idiot et ce serait pas logique. Or Socrate pense être quelqu'un de logique, et d'ailleurs c'est ce qu'il affirme, et donc il ne peut pas, quand bien même ce serait vrai qu'il corrompt la jeunesse, eh bien il ne peut pas corrompre en fait la jeunesse exprès. Et donc s'il ne fait pas exprès, il n'a rien à faire devant un tribunal. Mélétos aurait dû venir vers Socrate et lui dire, voilà, peut-être que tu devrais faire autrement avec la jeunesse, peut-être que tu devrais arrêter de faire ce que tu fais parce que je pense que tu corromps la jeunesse, et il aurait dû lui expliquer et lui montrer en quoi il corrompt la jeunesse, plutôt que de le produire devant un tribunal comme si Socrate faisait exprès de corrompre la jeunesse, puisqu'il lui a montré que, eh bien, ça n'est même pas dans son propre intérêt à lui de corrompre la jeunesse. Surtout qu'il y a un élément important que j'ai oublié de vous dire, c'est que Socrate, contrairement à beaucoup de sachants d'Athènes à l'époque, c'était très à la mode de se faire payer pour éduquer ou pour instruire ou pour être le précepteur d'un enfant. Eh bien Socrate, lui, attirait la jeunesse autour de lui, mais il ne demandait pas un sou. Socrate était quelqu'un qui vivait d'une manière extrêmement humble et avec très très peu d'argent. Et puis arrive le moment où Socrate explique que, eh bien, il a vu devant ce tribunal beaucoup de gens venir et se comporter comme des lâches. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui paraissent forts dans la cité, qui voilà se donnent de grands airs, font les hommes solides, et une fois arrivés devant le tribunal, et bien finalement ils se mettent à pleurer, ils se mettent à gémir, ils se mettent à implorer les juges. Et Socrate explique qu'il ne fera pas cela lui, parce que selon lui, si jamais il faisait ça, même s'il était accusé à tort, et même si ça pouvait infléchir la décision des juges, eh bien de les implorer et de leur être agréable, eh bien Socrate se dit dit à tout le monde qu'il ne s'abaissera pas à ça, parce que même s'il était accusé à tort et même s'il était condamné à tort, eh bien il ne voudrait pas montrer l'image d'un homme faible, d'un homme qui a trahi ses convictions et d'un homme qui s'est comporté d'une telle manière dans la cité et qui se comporte d'une autre manière devant un tribunal. Finalement, Socrate est condamné, en tout cas il est jugé coupable d'une courte tête par les juges d'Athènes, et donc eh bien les juges demandent à Socrate, selon lui, eh bien qu'est-ce qu'il mérite en fait, qu'est-ce qu'il mérite comme punition, qu'est-ce qu'il mérite comme châtiment.
Et là, Socrate va faire preuve d'arrogance, ce qui va fâcher les juges. C'est que Socrate va dire, eh bien au final, moi, toute ma vie, je n'ai demandé d'argent à personne, je n'ai fait qu'interroger les certitudes des gens, je n'ai fait qu'interroger ce que les gens croyaient savoir, je n'ai fait que réfléchir en commun, je n'ai fait qu'essayer d'élever l'intellect des gens, tout simplement en essayant de voir ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne savaient pas. Et donc Socrate va dire à ses juges, véritablement, il va avoir le toupet de dire à ses juges que ce qu'il mériterait, c'est tout simplement que la cité d'Athènes le paye pour ce qu'il fait et lui donne en fait le gîte et le couvert pour tout ce qu'il fait. Et que ça devrait être ça en réalité, sa véritable... la punition qu'il devrait subir en fait. Son seul châtiment, eh bien, ça devrait être que la cité devrait le prendre en charge pour tous les loyaux services qu'il a donnés à la cité. Alors il faut rappeler que au moment de ce jugement, eh bien, au moment de ce procès, Socrate a un peu plus de 80 ans. Enfin bref, c'est une personne âgée. Et donc il nous dit aussi que, eh bien, de toute façon, si jamais on veut le condamner à mort, il n'a pas d'intérêt en fait à gémir et à essayer de quémander en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien qu'on ne le tue pas, parce que de toute façon il ne sait même pas, ne connaissant pas la mort en fait, il ne sait même pas si la mort c'est mieux ou c'est moins bien que ce qu'on lui propose ici dans cette vie. Et il dit que de toute façon, ça n'est pas très pertinent en fait de le condamner à mort vu son âge, parce que eh bien la vie se chargera bientôt de lui donner la mort. Et en fait, les juges ne vont pas aimer en fait le moment où Socrate dit que, eh bien, pour seule sentence, pour seule punition, pour seul châtiment, eh bien, il ne mériterait que d'être payé par les Athéniens et d'avoir le gîte et le couvert. Et donc, du coup, les juges vont condamner Socrate à boire la ciguë, pardon. Et en fait, la ciguë, c'est un poison, et Socrate va être condamné à boire ce poison et à se donner la mort lui-même, et donc Socrate est condamné à mort. Voilà, donc tu l'as compris, eh bien j'ai beaucoup aimé l'apologie de Socrate. Je trouve qu'encore une fois Socrate donne de bonnes leçons dans la manière dont il fait face aux accusations, de la manière dont il répond aux gens. Je t'avais parlé justement de Socrate dans le Gorgias, également écrit par Platon, et dans le Protagoras. Dans le Protagoras, eh bien, Socrate fait face aux sophistes et il répond au prince des sophistes qu'est Protagoras. Et dans le Gorgias de Platon, toujours, eh bien, Socrate fait face à Gorgias qui est lui là pour éduquer les enfants et qui fait payer pour donner de l'instruction à tous les enfants de bonne famille dans Athènes. Et justement, eh bien, Socrate montre à quel point Gorgias ne sait pas grand-chose et qu'il fait payer pour pas grand-chose en réalité. Et donc là encore, eh bien, dans l'apologie de Socrate, eh bien, on a affaire à un Socrate qui se défend, qui véritablement impose à ses détracteurs, impose à ses accusateurs, eh bien, une rhétorique et une manière de se défendre qui est extrêmement lourde, je pense, extrêmement intéressante pour nous aujourd'hui. Et on ne sait pas si Socrate a véritablement été condamné au-delà du récit que nous en fait Platon, mais si jamais Socrate a été condamné, c'est vraisemblablement au vu de ce qu'il y a dans cette œuvre de Platon, parce qu'il a été arrogant et qu'il a refusé de baisser la tête et de se soumettre aux juges auxquels il a fait face, et qu'il a refusé de se soumettre aux gens qui l'accusaient et qui lui faisaient face. Parce que véritablement, je pense que Socrate avait quand même de quoi convaincre, et sa rhétorique était extrêmement convaincante, même si justement ça n'est pas que de la rhétorique, et le mot est important quand on parle de Socrate. Et donc c'est un texte en fait qui intervient juste après l'apologie de Socrate et juste avant le Phédon. Alors dans ce texte en fait, Socrate va entrer en débat avec Criton, parce que Criton en fait vient voir Socrate en prison après qu'il ait été condamné. On a vu ça dans l'apologie de Socrate. Et donc Criton arrive en prison et propose en fait à Socrate de l'aider à s'enfuir. Il en a les moyens financiers. Il a également trouvé un asile pour que Socrate puisse continuer sa vie dans la tranquillité et sans avoir à faire face à sa condamnation. Et donc là va s'engager un débat entre Criton, qui est un riche ami de Socrate, et Socrate, qui est en prison, et qui réfléchit avec Criton s'il est juste, s'il est bon, s'il est, pertinent, s'il est raisonnable de s'enfuir et de fuir la condamnation à laquelle doit faire face Socrate, après avoir été condamné par le tribunal d'Athènes, je le rappelle, pour athéisme et pour corruption de la jeunesse. Alors,
le texte commence, Criton arrive en prison et donc il dit à Socrate, écoute Socrate, j'ai le moyen de te faire fuir, j'ai les moyens de te trouver un asile, comme je l'ai dit juste avant, et de faire en sorte bien que tu puisses vivre. Et moi je t'encourage vivement à fuir, lui dit Criton, tout simplement parce que bien tu vas pouvoir continuer à philosopher, tu vas pouvoir également t'occuper de tes enfants, tu vas pouvoir élever tes enfants, ce sont des choses qui ne sont pas rien et qui sont quand même des choses importantes. Donc voilà, tu vas pouvoir fuir ta condamnation, Socrate. Et d'ailleurs, Criton utilise un autre argument, c'est que tout le monde sait que je suis riche, nous dit Criton, et tout le monde sait qu'en fait j'ai les moyens de te faire fuir et que je suis ton ami. Et en fait la multitude ne comprendrait pas en fait que je n'essaie pas de te faire fuir parce que j'en ai les moyens. Et du coup on pourrait mal me juger parce que je ne te suis pas venu en aide. Et donc là le débat commence entre Criton et Socrate. Socrate commence par dire que éventuellement il peut fuir, mais avant ça ils doivent avoir un débat, et en fait Criton doit arriver à convaincre Socrate pour que Socrate en fait décide de s'enfuir avec Criton. Et donc Socrate commence le débat comme ça. Il commence déjà par dire que c'est un petit peu désavantageux en fait de suivre l'avis, l'opinion de la multitude. Et il argumente en ce sens, Socrate, en nous disant que si par exemple on est un gymnaste et que on est un gymnaste performant, on va écouter d'abord son maître en gymnastique qui va nous dire quels gestes nous devons faire, et puis on va écouter également son médecin pour qu'il nous dise comment prendre soin de notre corps. Et si on écoute ce maître en gymnastique et si on écoute le médecin, il y a de grandes chances qu'on soit très très bon en gymnastique et en plus qu'on prenne soin de notre corps en même temps. Et Socrate nous dit, si jamais on arrête d'écouter le médecin et notre maître en gymnastique et qu'à la place on écoute l'avis, les opinions de la multitude, c'est-à-dire de la foule, et de cette foule en fait qui est ignorante des choses de la gymnastique et des choses de la médecine et du soin du corps, on va non seulement devenir mauvais en gymnastique, mais on va également gâcher son corps et on va se blesser. Ce que veut nous montrer par là Socrate, c'est tout simplement qu'en fait, on ne doit pas écouter l'avis de la multitude, on ne doit pas écouter l'avis de la foule, qui se prononce et qui émet des opinions sur des choses dont elle ne sait rien. Ce qu'il faut, c'est surtout écouter les gens qui ont des compétences dans tel ou tel domaine. Si vous voulez savoir si une chose est juste ou injuste, écoutez quelqu'un qui est pertinent à parler de justice et quelqu'un qui a travaillé sur cette notion de justice. Si vous voulez savoir ce qu'il est bien de faire et ce qu'il est mal de faire, essayez de parler avec un philosophe. Si vous voulez savoir comment prendre soin de votre santé, parlez avec un médecin. Vous ne pouvez pas suivre l'avis de la foule, etc. Vous avez compris. Donc c'est le premier argument que livre Socrate à Criton en lui disant, en gros, l'opinion de la multitude, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant pour nous. Ce qui compte en fait, c'est que nous deux, qui avons débattu et qui avons fait profession de philosophie depuis très longtemps, c'est que nous débattions sur ce qu'il est juste ou injuste de faire et sur ce qu'il est raisonnable ou pas raisonnable de faire. Et seule la raison nous montrera quel est le bon comportement et quelle est la bonne opinion, à savoir, est-ce que Socrate doit s'enfuir, oui ou non. Et donc, Criton acquiesce et explique que, oui, effectivement, Socrate a raison, il ne faut pas écouter l'avis de la multitude, il faut écouter tout simplement la rationalité et la justice. Et donc Criton lui dit, on va quand même écouter notre opinion à nous, on va essayer de débattre, mais il faudrait vraiment que tu fuis pour t'occuper de ta femme, t'occuper de tes enfants, continuer à débattre avec tes amis. Il revient sur ses arguments. Et Socrate là explique que toute sa vie, en fait, Socrate a enseigné qu'il ne fallait pas répondre à l'injustice par l'injustice et que quand bien même il a été injustement condamné par le tribunal d'Athènes, il ne doit pas répondre à l'injustice par l'injustice. C'est néfaste, en fait. Ce sont des choses qu'il a expliquées dans d'autres textes dont on parlera plus tard. Mais en tout cas, là, c'est un argument qu'il reprend et il dit, Criton, nous, ensemble, nous avons déjà convenu plus tôt dans notre vie qu'il ne faut pas répondre à l'injustice par l'injustice. Au surplus, il nous dit que, si nous n'obéissons pas en fait aux lois de notre État, c'est affaiblir notre État, parce que un État dont personne ne respecte les règles et dont les gens se défient des condamnations, n'est plus un État fort.
Et Socrate a véritablement, en plus, un profond respect pour son état, en l'occurrence pour Athènes. Et puis Socrate a enseigné également toute sa vie qu'il fallait mettre au-dessus de tout la justice, la vertu et l'obéissance aux lois. Et Socrate nous dit qu'il faut toujours obéir à son état parce que sinon on va affaiblir les lois de son état et par là on va affaiblir son état, quand bien même cet état est injuste. Socrate nous dit quand même que, il y a moyen d'essayer de persuader son état qu'il se trompe et il faut utiliser ces moyens de la persuasion. Mais si véritablement on n'arrive pas à persuader son état qu'il est injuste et qu'il s'est trompé quant à une condamnation, ici en l'occurrence la condamnation de Socrate, on doit obéir aux lois parce qu'on ne veut pas affaiblir en fait son état. Et pourquoi on ne veut pas affaiblir son état ? Tout simplement, nous dit Socrate, alors c'est assez original la manière dont il démontre ça, en fait, Socrate à un moment imagine en fait un dialogue entre lui et les lois d'Athènes. Il personnifie les lois d'Athènes et il commence comme ça en disant « Mais imagine que les lois d'Athènes me disent « Voilà, Socrate, est-ce qu'il te paraît juste en fait de répondre à éventuellement une injustice ponctuelle que nous te faisons subir par l'injustice, alors que nous, les lois, nous sommes celles qui ont fait qu'en fait tes parents vivent dans la sécurité, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent avoir une vie tranquille, qu'ils puissent donc te concevoir, que tu arrives au monde dans une cité, dans un état tranquille, que tu puisses être instruit, être éduqué, vivre parmi quelques philosophes, avoir la sécurité à ton tour, avoir la tranquillité, obéir à des lois qui sont là pour ton bien-être. En gros, tu es le fils de cet état, tu es le fils d'Athènes et tout ce que tu as, tu nous le dois. Et si on te demande de partir à la guerre, si on te demande d'aller mourir pour nous, si on te demande d'être blessé pour nous, tu vas devoir le faire parce que sinon ça veut dire que tu es un injuste et un ingrat et que tu ne comprends pas qu'en fait, la vie que tu as et tout ce que tu vis aujourd'hui et tout ce que tu as aujourd'hui, tu le dois à Athènes, tu le dois à ton état et tu le dois aux lois que nous sommes. Et Socrate, répond effectivement que dans ce dialogue imaginaire, il répond qu'effectivement, il ne peut pas manquer de respect aux lois parce qu'encore une fois, il ne veut pas affaiblir son état et puis parce qu'il ne veut pas être ingrat et injuste envers son état parce que son état lui a beaucoup donné, son état a fait en fait de sa vie ce qu'elle a été en grande partie, elle a fait de Socrate aussi en grande partie ce qu'il a été et en échange, Socrate est parti déjà faire la guerre pour son état, mais Socrate répète et insiste sur le fait que si notre état nous demande de partir à la guerre pour le défendre, d'être blessé ou d'être tué pour lui, on doit le faire. Et que si jamais notre état, il lui arrive parfois d'être injuste avec nous, pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous devons subir cette injustice sans répondre à cette injustice par l'injustice. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, je trouve, dans ce court texte du Criton, parce que c'est vraiment un court texte, mais c'est vraiment le fait que Socrate explique à quel point on doit être des citoyens non ingrats, c'est-à-dire des gens qui sont véritablement reconnaissant à notre état de tout ce qu'il nous a donné. Et c'est à cause de cette reconnaissance, à cause du fait que Socrate ne veut pas répondre à l'injustice par l'injustice, et aussi à cause du fait que Socrate a enseigné que les lois d'un état et la vertu et la justice sont au-dessus de tout, c'est pour ces raisons que Socrate ne veut pas s'enfuir et qu'il répondra à Criton qu'il subira sa condamnation, qu'il fera face avec responsabilité à sa condamnation, mais que malheureusement il ne s'enfuira pas et qu'il ne partira pas avec Criton dans une autre ville pour fuir sa condamnation. On va parler du Phédon de Platon et en fait dans le Phédon Platon va nous raconter en fait un échange philosophique qu'il y a eu entre Socrate, Cébès et Simmias et quelques autres protagonistes juste avant la mort de Socrate, parce que Socrate, on l'a vu dans la vidéo que je vous ai fait sur l'apologie de Socrate, Socrate a été condamné par le tribunal athénien pour athéisme et pour corruption de la jeunesse. Socrate accepte donc la condamnation, et la condamnation est une condamnation à mort, on le voit à la fin de l'apologie de Socrate, et Socrate doit boire la ciguë. Mais avant qu'il y ait exécution de la condamnation, Socrate va avoir un dernier débat philosophique sur l'immortalité de l'âme, sur la mort et sur ce qui advient de l'âme après la mort. Et en fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en étudiant et en résumant le Phédon
de Platon. Et donc en fait, ce livre s'appelle Le Phédon, tout simplement parce que c'est Phédon qui va retranscrire, parce qu'il était là, qui va retranscrire ce dernier débat philosophique de Socrate avant que Socrate ne boive la ciguë et ne meure. Alors le début du livre commence ainsi. Dans un premier temps, les amis qui sont autour de Socrate demandent à Socrate comment il peut s'approcher de la mort avec autant de sérénité. C'est-à-dire qu'on voit que Socrate n'a pas peur de mourir. Et en fait, Socrate leur explique que bien le vrai philosophe, et donc Socrate, c'est ce qu'il a souhaité faire, le vrai philosophe comprend assez rapidement que pour comprendre véritablement les choses du monde et pour atteindre la sagesse et la connaissance, eh bien il faut se délester des désirs et des choses du corps le plus possible. Alors évidemment, il faut garder son corps en vie, sinon on meurt. Mais je veux dire, mis à part ce qu'on est obligé de faire pour garder le corps en vie, eh bien, il faut éviter, nous dit Socrate, que l'âme commerce avec le corps. Parce que le corps, avec ses désirs, avec ses sens qui nous troublent et qui nous trompent, eh bien, nous n'arriverons pas à atteindre la sagesse et à voir les vérités en ce monde. Il n'y a, selon Socrate, que l'âme qui soit capable de cela, et encore quand elle n'est pas troublée par les souillures du corps. Parce que pour Socrate, le corps est une véritable souillure pour l'âme, si l'âme entre trop, nous dit-il, en commerce avec le corps. Y a-t-il rien de plus rigoureux que de penser avec la pensée toute seule, dégagée de tout élément étranger sensible, d'appliquer immédiatement la pure essence de la pensée en elle-même à la recherche de la pure essence de chaque chose en soi, sans le ministère des yeux et des oreilles, sans aucune intervention du corps qui ne fait que troubler l'âme et l'empêcher de trouver la sagesse et la vérité, pour peu qu'elle l'ait avec lui le moindre commerce. Si l'on peut jamais parvenir à connaître l'essence des choses, n'est-ce pas par ce moyen ? De ce principe, ne s'ensuit-il pas nécessairement que les véritables philosophes doivent penser et même se dire entre eux « Il n'y a qu'un sentier détourné qui puisse guider la raison dans ses recherches. Car tant que nous aurons notre corps et que notre âme sera enchaînée dans cette corruption, jamais nous ne posséderons l'objet de nos désirs, c'est-à-dire la vérité. En effet, le corps nous entoure de 1000 gènes par la nécessité où nous sommes d'en prendre soin. Avec cela, les maladies qui surviennent traversent nos recherches. Il nous remplit d'amour, de désirs, de craintes, de 1000 chimères, de 1000 sottises, de manière qu'en vérité il ne nous laisse pas, comme on dit, une heure de sagesse. Car qui est-ce qui fait naître les guerres, les séditions, les combats ? Le corps et ses passions. Et donc, Socrate explique que si le philosophe passe sa vie à se méfier du corps et à faire en sorte que l'âme ait le moins de commerce possible avec le corps et le moins d'interaction possible avec le corps, eh bien il serait bizarre que le philosophe, lorsqu'il approche de la mort, c'est-à-dire la mort c'est le détachement, la séparation entre l'âme et le corps, eh bien il serait bizarre que le philosophe ne soit pas content ou soit troublé par ce moment-là. Au contraire, le philosophe passe son temps à se préparer à la mort et le philosophe passe son temps à essayer de vivre sans céder aux désirs, aux plaisirs et aux desiderata du corps. Et donc, Socrate pense que la vérité et la sagesse n'est atteignable que par l'âme quand elle n'est point troublée, je le répète. Et donc, lors de la mort, le corps est séparé de l'âme et donc l'âme pourra en effet, maintenant, à partir du moment où elle est séparée du corps, eh bien, ça donnait à la sagesse et ça donnait à la recherche de vérité vraie. Dans le Phédon, Socrate est en discussion avec Simmias et avec Sébès. Et donc Simmias et Sébès, eh bien, formulent à Socrate quelques questions quand même. C'est-à-dire que ce que dit Socrate de la séparation du corps et de l'âme est intéressant, mais ça n'est intéressant que si on est sûr que l'âme survit après la mort du corps. Et donc, Sébès et Simmias vont demander à Socrate de démontrer que l'âme est immortelle. Et là, ça devient un petit peu compliqué, et Socrate va quand même faire une démonstration où il va expliquer pourquoi l'âme est immortelle. Il va expliquer que l'âme porte en elle-même en fait la vie, et que l'âme n'apporte que la vie, et que chaque chose en ce monde naît de son contraire. Il prend par exemple la veille et le sommeil, et il nous explique qu'il y a un processus entre la veille et le sommeil. Il nous explique que pour passer de la veille au sommeil, eh bien, il y a l'assoupissement, et pour passer du sommeil à la veille, il y a le réveil. Et il nous dit qu'il en est de même pour la vie et la mort, et qu'il y a un processus entre les deux. Mais il nous dit que
la veille ne peut jamais être le sommeil et que le sommeil ne peut jamais être la veille. Et donc que si chaque chose naît de son contraire, c'est une opinion majoritairement acceptée à l'époque de Socrate, et donc si chaque chose naît de son contraire, eh bien chaque chose ne peut pas devenir son contraire. Et donc si l'âme apporte toujours avec elle la vie, elle ne peut pas apporter la mort. Chaque fois que quelque chose est vivant, c'est qu'il y a une âme à l'intérieur. C'est l'âme qui insuffle la vie pour Socrate, et donc l'âme amène toujours la vie. Donc l'âme ne peut pas être la mort. Et comment appelle-t-on quelque chose qui n'apporte que la vie et qui ne connaît point la mort? Eh bien c'est quelque chose qui est immortel. Alors la démonstration est un peu plus complexe que cela, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans les faits, et c'est à la conclusion à laquelle on arrive quand on lit Socrate sur ce développement-là. Et puis, Sébès, lui, va formuler un questionnement différent. Il va dire, oui, l'âme qui est divine dure peut-être plus longtemps que le corps. C'est-à-dire que, bien effectivement, peut-être qu'après la mort, l'âme survit et qu'elle revient dans les êtres pour donner vie à un autre corps et à un autre être. Peut-être. Mais peut-être aussi que l'âme, au bout de quelques vies, c'est-à-dire de 2, 3, 4, 5, que sais-je, 10 vies, eh bien peut-être que l'âme meurt avec le dernier corps. Et là, Socrate va répondre également à cette question par un développement où il va expliquer que, eh bien, ça n'est pas possible, tout simplement parce que, eh bien, l'âme, je le répète, ne connaît pas en fait la mort. L'âme, c'est quelque chose qui est immortel, et donc elle ne peut pas avoir en fait d'usure, et elle ne peut pas mourir avec le corps à un moment précis, à un moment donné. Et donc tout le long du livre, en fait, comme ça, Socrate va expliquer, eh bien, comment il sait, comment il est persuadé, comment il est sûr, eh bien, que l'âme ne meurt pas, et comment il est sûr que, eh bien, le détachement de l'âme et du corps sera un moment qui pour lui sera positif, et qu'après la mort de son corps, eh bien, il pourra atteindre la philosophie, la sagesse, et donc il pourra comprendre les vérités de ce monde. Parce que pour Socrate, les vérités de ce monde sont les choses qui sont immuables, comme l'âme. C'est-à-dire qu'il nous dit, il y a des choses en fait qui sont périssables, et ces choses sont toujours matérielles. Il prend comme exemple évidemment le corps de l'homme qui est périssable, mais on peut prendre plein de choses dans la nature, une fleur, un arbre, etc. Tout cela est périssable. Mais si on prend des concepts qui sont immatériels et des concepts invisibles, comme la liberté, comme l'égalité, comme la justice, la sagesse, ces choses-là ne vieillissent pas, ces choses-là sont immortelles. Et Socrate nous dit qu'il en est de même de l'âme. L'âme est de cette catégorie de choses, c'est le monde des idées en fait pour Socrate, hein, c'est sa fameuse théorie autour du monde des idées, et donc il nous dit que l'âme fait partie de cette catégorie de choses en fait qui ne meurt pas, qui ne vieillit pas, qui ne s'altère pas comme les choses matérielles en ce monde. Et donc à la fin du livre, eh bien, Socrate va nous expliquer en fait, mais là on est dans la spéculation la plus pure, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais Socrate nous explique eh bien, le chemin que parcourt selon lui l'âme après la mort. Donc voilà, il y a ceux qui ont été injustes mais qui sont pardonnables, qui vont dans l'Hadès, qui ressortent au bout d'un moment parce que finalement ils ont payé leurs dettes, et puis il y a ceux qui... Donc voilà, on est dans des conceptions en fait très monothéistes en fait, hein, c'est-à-dire que on a l'impression que les monothéismes se sont calés en fait sur ce que Platon disait de l'Hadès qui est l'enfer, et ce que Platon disait également du purgatoire, même si lui appelait pas ça le purgatoire, il disait qu'on devait rester quelque temps dans l'Hadès, payer sa dette et puis ressortir. Puis il disait aussi qu'il y a des gens qui ont été tellement criminels, tellement méchants qu'en fait on ne peut plus rien faire pour eux et qu'ils resteront dans l'Hadès, donc dans l'enfer, et que c'est leur place et que leur âme y siégera pour l'éternité. Et que donc il y a des gens qui sont justes et qui sont purs comme lui, qui se sont adonnés à la philosophie, qui ont essayé de se détacher des passions du corps, et qui sont des âmes pures et non souillées, et qui justement, eh bien, elles n'iront jamais dans l'Hadès et iront dans un coin de paradis où elles vivront d'une manière également immortelle. Donc ça c'est intéressant. Parce que véritablement en fait dans le Phédon on voit plusieurs choses. On voit déjà la théorie des idées et des formes de Platon. Moi je découvre, hein, parce que voilà, j'ai lu quelques œuvres de Platon que je vous ai présentées, hein. J'ai lu le Gorgias, le Protagoras, j'ai lu également l'Apologie de Socrate, et je vous ai fait des vidéos à chaque fois. Mais on n'a jamais véritablement, on n'est pas rentré en fait dans cette fameuse théorie des idées et cette théorie des formes que nous propose Socrate, et que nous propose du coup Platon par Socrate.
Et donc j'ai trouvé ça en fait hyper intéressant dans le Phédon. Parce que véritablement, on voit qu'il y a pour Socrate eh bien, une scission entre le monde des idées, comme je vous l'ai montré, et le monde de la matière qui, lui, contrairement aux idées, est périssable, souillable, corrompu en fait, intrinsèquement corrompu, j'ai envie de dire. Selon Socrate, on voit que le monde de la matière est intrinsèquement corrompu, alors que le monde des idées est immortel et incorruptible, pour peu qu'il se tienne à l'écart en fait du corps, parce que entre l'âme et le corps, eh bien, il y a un point de jonction entre le monde des idées et le monde de la matière. Et ça, c'était hyper intéressant. Et puis donc à la fin du Phédon, quand même, pour terminer l'histoire, à la fin du Phédon, on voit Socrate en fait qui s'approche vers la mort d'une manière extrêmement apaisée, et donc un esclave vient lui donner la ciguë, qui est un poison en fait, et qui va devoir être bu par Socrate, et donc il va prendre le poison, il va boire le poison d'une manière tout à fait apaisée, et donc le poison va se répandre dans son corps, et le corps de Socrate va devenir de plus en plus froid, d'une manière extrêmement lente, et Socrate va mourir tranquillement comme ça, d'une manière apaisée, et c'est assez choquant et triste parce que tous ses amis autour se disent qu'ils pourront plus jamais débattre avec Socrate et que c'est quelqu'un de valeur qu'ils perdent, mais en même temps c'est assez étrange en fait comme sentiment à la fin du livre, parce que Socrate va vraiment vers la mort d'une manière confiante et apaisée, et il meurt en fait vraiment comme un être confiant et apaisé et sûr d'aller vers un endroit qui sera pour lui bien meilleur que la vie ici sur Terre. De l'obscurité de la caverne à la sérénité du Phédon, nous avons bouclé la boucle. Socrate n'est pas seulement un personnage historique, c'est une invitation à questionner nos propres ombres. Merci de faire vivre cette chaîne et cette réflexion. N'oubliez pas, la sortie de la caverne est un effort de chaque instant.